Bonjour à tous. Dans un instant, vous pourrez suivre en direct les vœux de François Bayrou. Le président du MoDem devrait évoquer les grandes lignes de son projet pour les régionales de mars prochain. Des élections où le MoDem a choisi de faire des listes autonomes au premier tour. On écoute tout de suite François Bayrou. Qui se soient rencontrés ces dernières décennies. Je parlais tout à l'heure encore avec des sismologues, ils sont extraordinairement inquiets sur les conséquences de ce qui est arrivé et comme vous le savez, c'est d'autant plus grave, d'autant plus choquant, d'autant plus attristant que ça touche un des peuples les plus pauvres de la planète, pour ne pas dire le peuple le plus pauvre de la planète. Devant cette tragédie, il y a, me semble-t-il, premièrement, un immense effort de solidarité, et nous y participerons nous-mêmes. Le MoDem va lancer une souscription auprès de ses membres pour participer autant qu'il se peut à l'effort de solidarité pour ceux qui sont ainsi victimes et dans le dénuement le plus absolu. Et puis il me semble qu'il est temps que se mette en place effectivement, peut-être pour la première fois à cette échelle, une force d'intervention européenne, regroupant nos capacités d'intervention de nos armées, les capacités d'intervention de nos armées, de nos forces de sécurité, et le jour venu de l'aide à la reconstruction. Il me semble que c'est le moment ou jamais pour l'Europe de montrer qu'elle existe et qu'elle est là, et qu'elle peut aussi intervenir dans l'urgence. Et évidemment, la France, étant donné les liens historiques qui l'unissent à Haïti, les liens historiques qui unissent nos îles des Caraïbes et singulièrement la Guadeloupe à Haïti, la France a naturellement un rôle que d'ailleurs elle s'apprête à jouer, mais je trouve que l'ampleur de ce drame oblige l'Europe à agir et non pas seulement à s'exprimer. Alors maintenant, si vous voulez bien, je voudrais qu'on prenne les quelques secondes nécessaires pour un moment de recueillement. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous quelque peu rituel que ce rendez-vous de début d'année, mais il nous donne l'occasion de nous retrouver et je voudrais, avant d'en venir au sujet de fond, à la politique et de répondre à quelques-unes des questions que vous voudrez peut-être me poser, je voudrais simplement vous dire que nous allons passer de longs moments ensemble dans les mois qui viennent et je veux vous assurer de ceci. Chaque fois que nous nous rencontrons, derrière le stylo, derrière l'objectif d'appareil photo ou l'objectif de caméra, derrière le micro, je veux que vous sachiez que on n'oublie jamais qu'il y a des femmes et des hommes. Et c'est donc à ces femmes et à ces hommes que je veux adresser des vœux pour l'année 2010. Je souhaite que les chances que vous rencontrerez soient nombreuses. Je souhaite que les chagrins vous soient épargnés. Et s'il s'en trouve, ça arrive dans toutes nos vies, que vous les traversiez avec courage. Je souhaite que les vôtres soient protégés. Et je souhaite que la vie vous donne de l'aimer. Et puis, merci beaucoup. Et puis, pour en venir au sujet plus politique, il y a un sondage impressionnant qui est sorti hier et que vous avez sans doute vu. Et ce sondage dit que 3 sur 4 des Français ne font confiance ni à la droite ni à la gauche pour assurer le gouvernement du pays, conduire la politique du pays. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient cette perte de confiance ?
Je crois qu'il y a de trop de mots, de trop de promesses et de trop de distance entre les mots et les actes. Et cela, à mes yeux, vaut pour tout le monde. Cela vaut pour le pouvoir, bien sûr. Et dans ce sens, l'autosatisfaction des discours de vœux du président de la République en ce début d'année aura frappé tous les observateurs. L'autosatisfaction n'est pas souvent le bon ton, mais singulièrement en période de crise, et particulièrement quand les Français sont le peuple le plus frappé d'inquiétude de tous ceux qui nous sont comparables. Et lorsque c'est ainsi, crise et inquiétude, alors l'autosatisfaction est évidemment carrément déplacée. Mais ça ne vaut pas que pour le pouvoir. Cette distance ressentie par les citoyens, ça vaut aussi pour les oppositions, pour les opposants. Et d'abord parce que les Français ne perçoivent pas où notre pays pourrait aller. Et mon premier vœu sera donc celui-là. Pour que notre démocratie redevienne crédible et positive pour le pays, et si le pouvoir persiste dans l'autosatisfaction déplacée, que les oppositions proposent des solutions concrètes et réalistes. Et ce sera donc notre axe pour l'année qui vient. Depuis la campagne des régionales, aussi bien que dans les mois qui suivront, notre axe, ce sera montrer qu'il existe une autre politique, possible, réaliste. Il existe une autre politique, et cette autre politique, je veux vous dire quels sont ses traits dominants. L'autre politique dit la vérité au lieu de raconter des mensonges. L'autre politique rassemble les Français au lieu de les opposer. L'autre politique ne transige pas sur la justice. L'autre politique, ce sera le point le plus important de ce que je traiterai ce matin, place les priorités où elles doivent être, et j'en traiterai deux principalement qui sont l'emploi, la situation de la production en France, industrielle et agricole, qui est, me semble-t-il, maintenant le sujet qui devrait focaliser toutes les attentions. L'emploi et l'éducation, avec des résultats vérifiables. L'autre politique met l'Europe devant ses responsabilités. L'autre politique respecte les générations à venir, tant en matière d'environnement que de dette et de retraite. L'autre politique invente enfin un nouveau pouvoir et met en accusation toute mainmise des affaires sur le pouvoir politique. Voilà les traits dominants. Et je vais les reprendre, si vous voulez bien, un par un. Dire la vérité. Quand on dit, on fait. Aujourd'hui, la plupart du temps, et c'est ce que ressentent les Français, j'allais presque dire unanimement. Aujourd'hui, on dit et on ne fait pas. Et même souvent, on fait le contraire. On dit nous ne créerons pas d'impôts, et comme vous le savez, c'est 15 ou 17 nouveaux prélèvements, nouvelles taxes qui ont été instituées. Peut-être certains d'entre eux étaient-ils justifiés, mais au moins qu'on ne raconte pas d'histoire. Un deuxième exemple, probablement mineur, mais qui me paraît terriblement frappant. On dit priorité à l'environnement. Et on a bâti autour de Copenhague en particulier un discours extrêmement mis en scène. On dit priorité à l'environnement. Dans la politique pour l'environnement, il y avait une mesure utile, directement utile, dans le fatras de l'arsenal législatif et réglementaire censé nous donner de bonnes habitudes. Cette mesure utile, et c'était pour moi la principale, c'était celle qui
permettait d'améliorer l'isolation de la maison en déduisant des impôts une partie des dépenses du changement des fenêtres des maisons. Dispositif dont vous avez tous entendu parler, simple, à la portée de beaucoup de foyers, concret, et ça marchait. Ça marchait tellement bien que cette aide fiscale vient d'être réduite de près de 50%. On dit et on fait le contraire. Et je pourrais ainsi balayer le champ de l'action politique pour vérifier à quel point on est loin, les discours sont loin des réalités quand ils ne sont pas opposés aux réalités. Eh bien, l'autre politique devra se fixer comme règle de faire ce qu'elle dit, tout simplement en pensant que la confiance, le crédit dans la parole des dirigeants est la première condition du redressement d'un pays. L'autre politique ne transigera pas sur la justice. Tout le monde sait désormais qu'un grand effort est devant nous. Nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, nous avons beaucoup d'acquis, et donc pour moi, il y a une chose certaine, c'est que nous allons nous en sortir. Mais pour en sortir, tout le monde sait qu'il va falloir de longs, de durables efforts. Ces efforts ne seront acceptés que si chacun des Français, dans sa conscience, dans les discussions autour de la table de famille, sait avec certitude que les efforts seront répartis avec justice, que l'on demande plus à ceux qui peuvent davantage et que l'on épargne autant que possible ceux dont la vie est plus difficile. Et c'est en ce sens, par exemple, qu'une réforme en profondeur de notre fiscalité s'imposera comme la condition nécessaire de l'autre politique. Il faudra que cette réforme en profondeur permette de sortir des injustices et des impasses. Le labyrinthe des niches, le bouclier fiscal, l'ISF, les évasions fiscales. Sur tous ces points, il faudra qu'une réforme générale, obéissant à des principes compréhensibles par tous, favorisant l'activité et garantissant la justice, soit mise en place. L'autre politique doit rassembler plutôt qu'opposer. Pour moi, au fond, c'est d'ailleurs le sens de toute politique. Il n'y a pas de souci de la cité qui ne soit volonté de rassemblement. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi d'être au centre de la vie politique française. Et le centre, contrairement à ce que l'on dit quelquefois, ce n'est pas ni droite, ni gauche. Le centre, c'est comprendre qu'un pays se gouverne, et particulièrement en temps de crise, en tenant compte de l'un et de l'autre, et s'il se peut, en prenant le meilleur de l'un et de l'autre. Pendant longtemps, vous savez, le vieux cliché de sciences politiques, on a opposé l'ordre et le mouvement. Eh bien, le centre, c'est la reconnaissance en profondeur de la légitimité de l'ordre et de la légitimité du mouvement. Et lorsqu'on reconnaît la nécessité de l'un et de l'autre, alors on voit bien qu'il faut inventer un autre ordre, une autre conception de l'ordre et une autre conception du mouvement. Et la nécessité du rassemblement, elle ne s'arrête pas à la politique, aux forces politiques. La nécessité du rassemblement, elle s'adresse au peuple, et particulièrement avec la volonté de rassembler les citoyens, quelle que soit leur origine. Ce n'est pas un hasard, c'est une volonté. Si nous sommes la seule force politique à avoir plusieurs têtes de liste régionales issues, comme on dit, de la diversité. Notre choix est celui-là. Nous sommes un seul peuple, nous n'avons qu'un seul avenir, et c'est ensemble. D'où que nous venions, quelle que soit notre couleur de peau, notre culture, notre religion, notre philosophie, nous sommes citoyens d'une même République. Nous aimons les racines différentes, la diversité des langues
qui font la richesse d'un pays. Voilà pourquoi nous sommes un mouvement qui aime, par exemple, les langues régionales, par exemple le créole, toutes ces formes différentes d'être français. Voilà pourquoi nous détestons les manœuvres et les manœuvriers, qui, pour s'attacher des bataillons électoraux, cherchent à exciter ce qu'un peuple a de passions sombres, de peur et de capacité de rejet. Nous pensons que l'identité du peuple français, précisément son identité, c'est de former une seule nation à partir de tant d'origines différentes, et en les respectant toutes, parce que ce qui soude la nation, c'est deux choses, précisément deux choses. La première, l'idéal républicain, présenté face au monde comme un idéal de résistance à toutes les dominations et à toutes les exclusions. Et deuxième élément qui soude une nation, une langue. La langue française, qui aime toutes les autres langues de notre pays et qui doit aussi s'aimer parmi les langues du monde. Et voilà pourquoi j'avais écrit ça avant que ne se produise la tragédie à Haïti. Voilà pourquoi la francophonie est aussi une entreprise de rassemblement, une manière différente de voir le monde. L'autre politique, c'est le choix de priorités dures, comme le diamant, non dispersées. Alors je veux en traiter deux devant vous. L'emploi, l'outil de production en France et l'éducation. Alors je crois qu'il est temps de ne plus se dissimuler la vérité de ce qui se passe. L'emploi en France est en péril parce que l'activité créatrice s'y trouve en péril. Je vais me risquer à des affirmations inusitées. La vieille loi de l'économie, la loi schumpeterienne, comme on dit, de la destruction créatrice, que défendent beaucoup d'économistes que je lis et que je respecte. Cette loi ne marche plus. Ce qu'on nous disait, que je vais essayer de traduire en français habituel, laissez partir sans regret les entreprises de main-d'œuvre. Concentrez-vous sur l'innovation, les nouveaux produits et les nouveaux services. Vous créerez plus de valeur ajoutée et vous gagnerez plus de nouveaux emplois que ceux que vous perdrez. Choisissez le haut de gamme contre le bas de gamme et ce sera pour vous un avenir heureux. Eh bien, il me semble qu'il est temps, en tout cas, d'accepter le débat sur cette idée. En France, en tout cas, cela ne marche plus. Et cette loi ne marche plus, j'en suis désolé, parce qu'elle nous donnait un cadre rassurant. Cette loi ne marche plus sous l'empire de deux données, l'une qui est naturelle et heureuse et l'autre qui est artificielle et malheureuse. Celle qui est naturelle et heureuse, c'est la loi de progression de l'éducation partout dans le monde, dans les pays émergents. Il y aura autant d'ingénieurs, de docteurs, d'informaticiens, d'inventeurs de logiciels et davantage en Chine et en Inde qu'il y en aura chez nous. Et donc, le monopole de l'invention pour les uns et le monopole de l'exécution pour les autres, c'est fini. Ou en tout cas, c'est fragilisé. Et ce schéma qui a marqué le dernier siècle et demi de progression industrielle dans le monde, il est largement derrière nous. Et deuxième élément, cette loi ne marche plus parce que le jeu des monnaies est volontairement faussé. La sous-appréciation artificielle, politique, par exemple de la monnaie chinoise,
crée un déséquilibre, un dumping monétaire qui s'ajoute aux salaires écrasés et à des standards écologiques très bas. Et je le rappelle, dans les débats monétaires, le niveau du dollar, quelque regrettable qu'on puisse le juger, le niveau du dollar, il est au moins le jeu des marchés, des investissements, des mouvements de capitaux libres. Je rappelle que la monnaie chinoise, elle, est soumise à un contrôle absolu d'échange, et il est naturellement, comme vous le savez, interdit. Les marchés sont interdits de pouvoir faire varier le niveau de la monnaie chinoise. C'est donc un niveau artificiel. Et ce niveau artificiel, il s'ajoute aux autres causes de déséquilibre qui font que nous sommes aujourd'hui devant un problème majeur. Et c'est là que l'Europe va naturellement devoir prendre ses responsabilités. Parce que la question qui se pose dès lors est celle de la dérive continue, de la véritable hémorragie qui déplace notre outil industriel, nos unités de production et finalement nos emplois. Et il n'est pas vrai que ces emplois seront remplacés par d'autres si l'outil industriel est parti. Ça n'est pas vrai. Et le même schéma exactement s'applique à notre agriculture, sauf qu'au lieu de déplacer la production vers l'Orient, on la déplace vers d'autres zones émergentes de la planète, là où les multinationales de production agricole trouvent à la fois de grandes surfaces disponibles, la terre bradée et une main-d'œuvre à quelques dollars par jour. Ultra-mécanisation, main-d'œuvre à quelques dollars par jour, terre bradée, et voilà la crise effrayante à laquelle notre agriculture est soumise. Je sais bien que les statistiques sont toujours lointaines, mais 30% de baisse du revenu agricole cette année et 20% de baisse l'année dernière, c'est évidemment la description en chiffres d'une crise qui est une crise humaine profonde. Si on n'apporte pas de réponse à cette question de l'hémorragie continue de la production en France, si nous n'inversons pas le mouvement, tout le reste sera du baratin. Nous n'aurons ni service public, pour ceux qui valorisent les services publics, ni retraite qu'on pourra payer, ni sécurité sociale, ni cohésion sociale, si nous ne répondons pas à cette question. L'autre politique, c'est nécessairement une autre politique pour la production en France. Et son objectif, c'est celui-ci. Nous voulons une politique de relocalisation des productions. L'Allemagne n'est pas un pays plus pauvre que nous. L'Allemagne a la même monnaie que la nôtre. Les salaires n'y sont pas plus bas, la santé n'y est pas plus précaire, et pourtant l'Allemagne est un grand pays producteur, exportateur, aussi exportateur que la Chine. Cette politique de relocalisation, elle doit être globale. Nous devons mettre l'Europe devant ses responsabilités dans la guerre des monnaies, banque centrale aussi bien que responsable politique de l'Union, voilà pour l'Europe. Les questions environnementales doivent être traitées au niveau de l'Union, mais beaucoup dépend de nous, Français. Nous avons perdu des pans entiers de production, des secteurs industriels entiers qui ont déserté notre pays. Pourtant, nous savons produire des avions qui sont les meilleurs du monde, des logiciels, de l'agroalimentaire, de la chimie. Il n'y a aucune raison que notre nation d'ingénieurs se résigne. Nous croyons à la reconquête de secteurs industriels entiers grâce à la qualité des techniciens, à la proximité, au process de production, à l'automatisation, au process de production numérique par exemple.
Mais cela ne se fera pas tout seul. Et l'État a une responsabilité particulière. Il faut que l'État dirige la manœuvre de reconquête. Non pas pour devenir industriel et le rester, mais pour initier, pour faire essaimer un outil industriel nouveau, notamment en concentrant l'aide sur les PME naissantes ou en développement, en leur facilitant la vie, en protégeant les jeunes pousses, en allant les chercher ailleurs s'il le faut pour les transplanter sur le sol français, dans des secteurs où nous avons abandonné le savoir-faire, le know-how, comme on dit, et c'est désormais une question de vie ou de mort. J'ai tout à fait conscience que ce que je dis là, c'est aussi qu'une certaine idée naïve de la division internationale du travail ne doit plus être acceptée comme un dogme religieux. Nous croyons, en agriculture comme en industrie, que chacune des grandes régions du monde doit avoir, au moins en grande partie, son outil de production. Nul ne doit se retrouver totalement dépendant de l'extérieur, sous peine d'y perdre ses savoir-faire, son autonomie et son équilibre. Et cette question, nous croyons qu'elle peut être introduite dans la vie politique française comme une question dominante. Et nous croyons que les peuples, dans les scrutins, y compris au régional, peuvent dire ceci à leurs dirigeants nationaux et à leurs dirigeants régionaux. Ils peuvent dire ceci: écoutez-nous bien, nous, qui savons très bien que nous sommes peuple d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, d'agriculteurs de grande qualité, nous n'acceptons plus de voir partir toute la production, les usines et les emplois. Nous vous commandons, parce que c'est le peuple qui commande aux dirigeants, nous vous commandons de nous présenter des plans de relocalisation de la production. Nous voulons par exemple que la France joue dans la même division que l'Allemagne. Et ceci n'est pas du protectionnisme. Nous savons bien que la compétition est inévitable, mais nous voulons des règles du jeu équitables, notamment en matière monétaire. Et nous voulons que se mobilise l'initiative de tout un pays. C'est une stratégie de long terme, et cette stratégie, elle repose en particulier sur la reconquête d'un terrain perdu dans un autre domaine crucial, qui est celui de l'éducation. Le peuple français a droit de retrouver son excellence en matière éducative. Et donc les enseignants, qui sont en première ligne, ont droit au soutien. Notamment, ils ont droit au soutien des valeurs de l'école. Il faut arrêter le mouvement qui est en train et qui fait système. Je vais énumérer les éléments qui font système dans ce mouvement. Baisse continue des moyens humains de l'école, dévalorisation du recrutement, destruction des concours de recrutement. Parallèlement, marchandisation de l'école à tous les étages, cours particuliers partout, pour ceux qui peuvent se les payer, avec, pour ceux qui peuvent se les payer ou pour ceux qui payent des impôts, des aides fiscales, études payantes généralisées, et comme alibi, cerise sur le gâteau, quota pour les boursiers. Tout ça est système. Et tout ça n'est pas l'école républicaine. C'est à peu près le contraire des valeurs de l'école républicaine auxquelles nous croyons. C'est le même mouvement de déclassement, de dévaluation permanente, notamment de l'école publique. Eh bien, l'école a maintenant besoin de réévaluation à tous les étages. Et donc la nation a besoin de résultats effectifs. C'est à ce plan global de réévaluation de l'école et de ses résultats qu'il faut appeler aujourd'hui, c'est le deuxième pilier, après l'emploi,
l'éducation de cette autre politique que j'essaie de décrire. Enfin, les deux derniers traits de l'autre politique sur lesquels je n'insisterai pas aujourd'hui tant ils ont organisé notre combat depuis des années. Premièrement, l'autre politique détermine tous ses choix en considérant les générations à venir et l'autre politique impose une démocratie de plein exercice. Générations à venir. Le patrimoine environnemental, pas seulement en matière de climat, qui fait presque l'essentiel du débat, mais aussi pour ce qui touche, et c'est au moins aussi important, à la protection de la terre, de l'accès à l'eau, de la biodiversité, du traitement des déchets. Voilà un patrimoine dont nous devons avoir la gestion en fonction des générations futures. Deuxièmement, le patrimoine de santé. Je pense à la prévention, pour notre patrimoine de santé en particulier, mais plus gravement encore, l'accès aux médicaments pour tous nos concitoyens de la Terre. Troisièmement, politique d'équilibre des finances publiques. Je dois vous dire que je suis assez amusé de voir reprendre à satiété la proposition que j'avais faite sous un déluge de critiques pendant la campagne présidentielle de 2007, d'inscrire dans la Constitution le refus des déficits ou l'interdiction des déficits structurels. Dans ces déficits, je n'oublie pas la question des retraites, qui est au moins aussi importante et aussi lourde que le déficit en matière budgétaire ou que la dette en matière budgétaire. L'idée de retraite par points, qui est notre proposition depuis 10 ans, cette idée progresse. Je l'ai entendue reprise par de grands syndicalistes récemment. Ce nouvel équilibre, cette nouvelle conception, cette nouvelle architecture des retraites consiste à donner à chacun des droits réels et non pas des droits fictifs, en fonction de son exercice professionnel, de sa durée, de sa pénibilité, en fonction des engagements d'autre nature qui auront pu être pris par les femmes, et là il est juste qu'elles viennent en premier, et par les hommes, et à faire gérer l'équilibre du système une fois mis en place, non plus par les politiques, mais par exemple, les partenaires sociaux représentant les travailleurs, les chômeurs et les représentants des retraités. Ces trois grandes questions, patrimoine environnemental, santé, dette, aussi bien dette financière que retraite, dette financière et dette démographique, ces trois grandes questions sont trois épées de Damoclès au-dessus des générations à venir. Nous voulons supprimer ces menaces pour que nos enfants et les enfants de nos enfants soient émancipés des charges indues, insupportables que par légèreté nous leur aurions transmises. Et enfin, dernière idée, cela ne se fera pas si un grand mouvement civique ne remet pas en cause les compromissions de tous les jours qui empêchent notre démocratie de se déployer et d'être respectée. L'entreprise en cours qui vise à installer dans tous les lieux de responsabilité de la société française, politique, institutionnelle, financier, industriel, des proches du pouvoir, et qui s'affiche ouvertement, soumettant le pouvoir à ses influences d'affaires. Cette entreprise est nuisible à la France. Elle doit être combattue. C'est à ce grand mouvement civique que nous participons et que nous participerons. Nous mettons l'esprit civique très haut, au premier plan. Nous n'acceptons pas que le citoyen soit tenu dans l'ignorance d'où on le conduit. Et il y a deux illustrations qui vont animer l'actualité dans les jours qui viennent. Premièrement, il est hors de question que nous accordions notre soutien à l'idée du conseiller territorial, que pourtant nous avons, je crois, les premiers initiés, si l'on ne connaît pas avant la loi électorale et le mode de scrutin.
Parce que quand vous avez une assemblée unique, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, qui vous défendra? Qui trouvera un recours ou vous offrira un recours en face d'une assemblée dont les règles de désignation des membres auraient produit des déséquilibres, par exemple, comme ceux que nous connaissons actuellement et depuis des décennies à l'Assemblée nationale française. Il est hors de question que nous apportions notre soutien à cette idée s'il n'y a pas d'abord clarification de la loi électorale. Deuxièmement, ça passe inaperçu en métropole, mais pour nous c'est très important. Le référendum en Martinique et en Guyane dans une semaine et demie. Nous avons accueilli comme une bonne nouvelle la décision, j'allais presque dire, le raz-de-marée civique, puisque en Martinique, c'est 80% des électeurs qui ont voté non à la proposition que Martinique et Guyane deviennent à part dans le système institutionnel français. La volonté, j'en suis sûr, la volonté profonde des électeurs, sur ce point en rupture avec les élus, c'est d'être pleinement des citoyens français. Et contre une grande partie de leurs élus, ils l'ont imposé. Et bien, de la même manière qu'en 2003, j'avais mené ce combat en Martinique et en Guadeloupe, je me rendrai ce week-end en Martinique, pour dire que le référendum qui propose de donner tous les pouvoirs à une assemblée unique, s'il ne donne pas les règles du jeu qui garantissent le pluralisme et la protection des citoyens, c'est un référendum qui prend les citoyens de Martinique et de Guyane comme citoyens de deuxième zone. C'est un chèque en blanc qu'on demande. Accordez-nous l'Assemblée unique, on vous dira après comment on la composera. Il n'y a pas un citoyen de plein exercice, il n'y a pas un citoyen debout qui puisse accepter de signer ce chèque en blanc. Alors j'ai tout à fait conscience que toutes les forces politiques, sans exception, de l'UMP au PS et un grand nombre d'autres forces locales, plus ou moins, selon les cas indépendantistes ou autonomistes, sont tous d'accord pour dire oui. Je vous rappelle que c'était le cas en décembre 2003. Et en décembre 2003, je crois en partie parce que nous avions participé à cette mobilisation des consciences, les électeurs avaient répondu non, quoique les sondages aient prédit à l'époque quelque chose comme 80% de oui. 75% de non en Guadeloupe, 50,5% de voix en Martinique, et nous avions trouvé que c'était, oui, quelque chose qui était sain, que les citoyens disent, mais excusez-nous, on ne va pas vous signer un chèque en blanc. En créole, ça se dit, on ne va pas acheter chat en sac. Eh bien, je suis toujours du même avis 7 ans après. Je trouve qu'il n'est pas acceptable qu'on manipule ainsi les citoyens sans leur donner les clés de leur destin. Et j'ai espoir que beaucoup de citoyens martiniquais et guyanais diront « mais excusez-nous, nous n'avons pas voulu de ce que vous nous proposiez dimanche dernier et nous n'acceptons pas que vous nous fassiez signer un chèque en blanc ». Je vois à vos regards que le sujet du référendum de Martinique et de Guyane vous est moins familier que bien des sujets de politique métropolitaine. Mais moi, je considère que c'est très important, que ça a une grande signification. Voilà, en tout cas, nous sommes pour un pouvoir qui met la démocratie comme une valeur fondatrice et pas seulement comme une recette. Voilà le portrait que je voulais dessiner devant vous de cette autre politique que les Français attendent. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont formé leur jugement sur ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'ils le regardent avec déception et de manière désabusée. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de savoir si les forces démocratiques dans leur pays peuvent leur
proposer un autre chemin. C'est cet autre chemin que nous défendrons cette année, et ça me permet de renouveler devant vous et pour chacune et chacun d'entre vous nos vœux de bonne année. Je vous remercie. Alors, s'il advient que vous ayez des questions, je serai ravi d'y répondre. Oui ? Bonjour, Virginie Pironneau, France Inter. Martine Aubry, hier, a plaidé pour que le droit de vote aux... Vous venez de suivre en direct les vœux de François Bayrou. Ce soir, Nicolas Sarkozy reçoit les parlementaires à l'Élysée pour la traditionnelle cérémonie de vœux. Un discours que vous pourrez suivre sur notre antenne à partir de 17h30. Les cérémonies de vœux se poursuivent demain sur Public Sénat. À midi, le Premier ministre François Fillon présentera ses vœux en direct de Matignon. Pour tout savoir de l'actualité politique et parlementaire du jour, rendez-vous à 18h avec Michel Grossior, puis à 22h avec Sonia Mabrouk. Très bonne journée.